Bonsoir et merci d'assister à cette émission sur les particularités de la prise en charge en ville des personnes âgées au cours de la Covid-19. Une émission réalisée en partenariat avec la Société française de gériatrie et gérontologie et avec le soutien institutionnel de Pfizer. Donc la pandémie Covid-19 a débouché sur l'installation du SARS-CoV-2 au sein des infections virales respiratoires endémiques, avec une saisonnalité qui ne semble pas encore totalement installée. Et même si la majorité des infections est en apparence bénigne chez les adultes jeunes, les conséquences restent sévères dans les populations âgées et fragiles. Donc pour faire le point des connaissances acquises et essayer d'en voir les prolongements, nous avons le plaisir d'accueillir sur Fréquence Médicale tout d'abord le professeur Gaëtan Gavazzi. Bonjour. Bonjour, enchanté, très content d'être là. Donc vous êtes gériatre, chef de service au CHU de Grenoble et vous êtes membre de la Société française de gériatrie et gérontologie que vous représentez donc aujourd'hui. Avec nous également le docteur Bruno Vermès, bonjour. Bonjour, ravi aussi d'être là. Donc vous êtes médecin généraliste à la Madeleine, à côté de Lille, et vous êtes régulièrement confronté aux problèmes liés aux infections à SARS-CoV-2 chez la personne âgée, que ce soit à votre cabinet ou dans les EHPAD. Alors on va peut-être commencer avec vous pour planter le paysage, Gaëtan Gavazzi. Donc c'est peu de dire que la pandémie a été une catastrophe en gériatrie. Est-ce que l'on peut considérer, comme je l'ai dit, un peu affirmé très tôt tout à l'heure, est-ce que c'est une maladie endémique ou est-ce que c'est encore une menace pour les personnes âgées ? Alors pour la menace, ça va être très long de répondre, mais pour la perception de l'endémie, on a heureusement donc des bulletins hebdomadaires qui nous montrent depuis le départ, même c'était quotidien avant, en fait ces évolutions épidémiques. Donc on a eu plein de vagues, on 10, 11 maintenant on pourrait dire. La dernière, et dans les infections respiratoires, en fait ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps elles sont hivernales avec le VRS, avec l'HMPV, avec la grippe bien sûr, qui est la première, celle qu'on connaît tous, avec une saisonnalité qui a été marquée. Mais pour la grippe, la saisonnalité, après une pandémie, elle mettait un petit peu de temps à redevenir épidémique. Et là, on s'attendait à ce que ça devienne effectivement une maladie plutôt épidémique hivernale. Et en 2024, en juillet, on a eu encore un petit coup d'épidémie d'été. Alors, on se dit, c'est pas encore tout à fait ça. Ceci dit, on n'en a pas eu en 2025 et on a le SARS-CoV-2. Donc, c'est une très bonne émission parce que vous la faites au bon moment, parce qu'il y a une nouvelle poussée épidémique actuellement, en début d'automne. Alors, est-ce que ça va faire comme le VRS ? On n'en sait rien, mais voilà. C'est probable que dans les années qui viennent, ça devienne épidémique et on en reparlera peut-être après par rapport au vaccin, justement. Oui, Bruno Vermès, là, vous avez la même impression ? J'ai exactement la même impression. Moi, je dirais qu'on est en mode endémique par petites touches épidémiques. Et là, sur l'île, actuellement, on est en train de sortir de ce qu'a décrit M. Gavazzi, donc de ce petit pic épidémique, et on est en train d'enchaîner sur autre chose. Alors, on ne peut jamais savoir, puisqu'en fait, il n'y a pas d'expression clinique particulière à chaque virus. Il n'y a que les tests qui nous permettent de savoir de quel virus on parle. Alors, les universitaires ont cet avantage sur nous, d'avoir ces triplex ou plus, mais c'est toujours intéressant qu'ils nous disent un petit peu de quoi ils retournent, parce que on va parler du Covid et des traitements possibles. C'est toujours bien de savoir qu'on est plus dans le Covid que dans la grippe, par exemple. Et c'est quoi les personnes qui restent hospitalisées au cours de ces pics épidémiques que vous décrivez ? C'est des personnes fragiles et les personnes âgées ? Il y en a d'autres ? Ouais. Clairement, on vient sur le mode, comme me disait mon collègue de Lille, c'est rentré un petit peu comme la grippe. Alors, on va faire une espèce de parallèle qui est avec une accumulation de connaissances sur la Covid quand même qui est beaucoup plus impressionnant que tout ce qu'on avait fait sur la grippe en très peu de temps, et tant mieux. Néanmoins, voilà, ça rentre dans le global d'une maladie qui est certes respiratoire, mais pas que, et avec des conséquences extrêmement néfastes sur les sujets, on va dire, vieillissants, qui ont des maladies chroniques. 1, 2, plus la maladie chronique est sévère, plus on est fragile. Et puis, en plus, vous ajoutez, alors ça c'est 6, 7, 8 millions de personnes, et puis vous rajoutez là-dedans les près de 2 millions d'immunodéprimés
à cause des traitements, les cancers, etc., les immunodépressions, des maladies inflammatoires. Donc, on a une espèce de panel là qui représente tout doucement les 15, 16, 17 millions de personnes qui vont être vaccinées contre la grippe et qui vont être vaccinées contre le Covid, j'espère aussi. Oui, Bruno, les malades que vous hospitalisez, c'est le même profil ? Oui, pour illustrer ce que vient de dire Gaëtan Gavazzi, je dirais que quand je croise un néphrologue universitaire, il me dit, tu sais, chaque fois que j'ai une petite épidémie de Covid, j'ai 1 à 2 de mes transplantés rénales en hospitalisation. Et il avait même ajouté ce jour-là, j'ai failli perdre un gamin de 21 ans. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est que c'est une maladie comme la grippe qui reste dangereuse pour des populations de patients qu'on va définir. Et il ne faut pas surtout penser que c'est devenu banal. Et donc moi, je ne supporte pas les termes de grippette et je ne voudrais pas que demain on dise Covidette. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Voilà. Donc c'est un appel à la responsabilité sociale pour cocooner un petit peu ces patients fragiles. C'est vrai que quand on est jeune, on ne doit pas réfléchir pour soi-même, mais aussi pour les autres. Mais c'est d'être un réflexe. Un réflexe. Ces patients-là, c'est le réflexe. Et alors, on a eu des vagues successives. Le variant actuel, alors on a parlé de variant Frankenstein, je crois. Il a des particularités pour vous, Gaëtan Gavazzi ? Alors, des particularités, c'est un petit peu comme tous ces variants. Hein. On en a eu quand même une grande quantité de variants ces dernières années. On était resté au JN1, etc. Et le JN1, c'est pas mal parce qu'on voit que c'est là-dessus qu'on a vu les derniers éléments sur l'efficacité vaccinale. Alors, et d'ailleurs, les vaccins changent tout le temps. Hein. Là, actuellement, on a depuis le mois de mai un variant qui s'appelle XFG avec un petit autre NB18.1. Vous voyez, donc on a tous des soulignages, mais tout ça, c'est du soulignage Omicron. Il n'y a pas d'argument complet actuellement pour dire que ça augmente la sévérité ou qu'il y a une réduction d'efficacité vaccinale là-dessus. Mais oui, il y en a 2 là qui prennent un petit peu la place des autres. Vous savez, si on faisait ça on faisait cette surveillance-là avec des bactéries comme le pneumocoque de façon beaucoup plus fréquente, si on le faisait avec les populations d'Escherichia coli, on serait très très étonné de voir qu'on a au sein même de la même infection urinaire plein de sous-populations d'Escherichia coli. Donc, faut mesurer ces histoires-là. Alors, bien sûr, l'appeler Frankenstein, ça peut être sympathique pour montrer un petit peu des éléments de gravité, mais je pense qu'il faut qu'on reste raisonnable dans le fait de dire la gravité, elle a toujours été là, elle s'est transformée d'une gravité respiratoire à une gravité beaucoup plus globale, mais qui est beaucoup plus importante, beaucoup moins visible. Donc on verra que ça mène à des attitudes qui sont pas tout à fait adaptées. Et alors les vaccins, on va voir s'ils restent efficaces, mais est-ce que, Bruno, vous devez vous battre avec vos malades pour les vacciner ou tout au moins prendre beaucoup de temps pour leur expliquer ? Alors il y a clairement une spécificité sur la vaccination Covid. Je pense qu'on n'a pas été toujours très bon dans les explications qu'on a données à nos patients. Et aujourd'hui, la phrase qu'on entend tous les jours, c'est le 14 octobre, je fais la grippe, mais je vous préviens, je fais pas le Covid. Et c'est complètement irrationnel. Alors, on a parlé de croyances personnelles. Moi, je pense que c'est simplement de la méconnaissance parce que quand je leur dis, mais pourquoi ? Je dis, parce qu'on sait que c'est pas bon. Je dis, qui ça on ? Et ils savent pas. Donc en fait, c'est un irrationnel qui est un peu comme dans les suites d'une guerre. Là, c'est les suites d'une pandémie. Et je pense que moi, notre responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, il faut expliquer ce qu'on n'a pas assez expliqué hier. Et donc marquer l'importance sur les populations fragiles, âgées, immunodéprimées, et dire que pour eux, ça reste dangereux. On peut faire un parallèle pour la grippe, parce que la grippe, ils connaissent bien. Et voilà, donc, mais ça reste compliqué. Le Covid, ça reste compliqué. C'est vraiment un truc à part dans les vaccinations. Épidermique. Oui, Gaëtan Gavazzi, une remarque là-dessus peut-être ? Et sur la couverture ? Oui. Alors oui, mais je pense que voilà, quand on voit les couvertures de l'année dernière, on voit bien que ça fait plus rien, que le fait de se vacciner 2 fois par an, c'est quand même pas... Voilà. Donc, et puis avec une espèce voilà, on montre du doigt, je veux dire, la population qui est grave, qui fait des dépenses de santé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Alors, moi je dirais il y a un aspect organisationnel déjà qu'il faudra qu'on rediscute peut-être à un autre moment. Et puis il y a l'aspect, je dirais, individuel. Et l'aspect individuel, pour se vacciner, il faut avoir la perception de la maladie rapportée
à la perception de l'intérêt du vaccin. Ce qu'on avait au départ, c'est une perception d'une maladie grave. Et donc, le vaccin, rappelez-vous, on a été vacciné quand même plus de 80% des Français. Donc, on ne va pas dire qu'en 6 mois, les gens ils sont devenus anti-vax. C'est pas de la bêtise. Donc, on voit bien qu'il y a des choses, comme le disait Bruno, il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Et c'est vrai que la maladie a évolué. Et on n'a probablement plus la perception de la gravité de cette maladie. Et je pense qu'on y reviendra autant en médecine générale, autant en EHPAD, autant dans les hospitalisés, autant dans les épidémies intra-institutionnelles. Intra-institutionnelles, je mets les EHPAD, mais je mets les hôpitaux aussi. On n'a pas de données, les hôpitaux ne publient pas les données de Covid nosocomiaux qui sont nombreux et qui font des décompensations, etc. Donc, on n'a plus cette gravité à la fois individuelle ressentie, gravité collective ressentie même par nos institutions. Alors là, en ce moment, elle bouge beaucoup, donc on ne sait plus qui c'est, mais et puis un vaccin qui, comme on le fait, alors moi j'ai eu aussi un petit peu comme Bruno, des gens qui me disaient bah non, moi le vaccin Covid, et en effet c'est un petit peu spécifique, et dans la spécificité il y avait le nombre de fois, il y avait des gens qui me disent il est moins efficace que celui de la grippe. Alors je dis ben non, en fait il est beaucoup plus efficace, il garde une fois qu'on l'a eu, les gens qui ont eu une primo-vaccination, si on les revaccine actuellement avec le variant actuel, eh bien en 10 jours ils sont protégés. En 10 jours. C'est-à-dire que si on voit le virus augmenter en épidémie intra-communautaire, on va dire, ou dans les eaux usées, on se dit ça va arriver, vous vaccinez les gens et ils sont tranquilles. Alors, ils sont tranquilles très efficacement, à 80-90% d'efficacité pour 3 mois, parce qu'après, ça se casse la figure. C'est ça le problème. Alors, des immunodéprimés, beaucoup plus encore que les sujets âgés, mais pour les sujets âgés, c'est en 3 mois, on va jusqu'à 50-40% d'efficacité. Et du coup, comme on le fait 2 fois, les gens ils disent bah, vraiment, c'est un vaccin qui vaut rien. Mais en fait, quand on vient de le faire, il est très efficace, mais pas dans la durée. Ça va être l'espoir de demain des autres vaccins qui arrivent. Alors Bruno Vermès, donc on voit que la maladie a beaucoup évolué. Est-ce que ça a été pareil pour la symptomatologie? À quoi vous êtes confronté comme tableau chez les patients âgés que vous voyez arriver avec la Covid? En fait, moi, pour en avoir discuté beaucoup avec des virologues et pour avoir confronté à mon expérience, on parle aujourd'hui plutôt d'état pseudo-grippaux. Et c'est extrêmement difficile d'apporter une spécificité. Alors vous allez me dire l'anosmie, la bronchite, très bien. Moins hyperthermique que la grippe. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, vous pouvez avoir quelqu'un qui a juste un nez qui coule et qui a un Covid, comme vous pouvez avoir quelqu'un qui a aussi 42 fièvres et c'est pas une grippe, c'est un Covid. Donc il faut faire attention à ça. Moi, je préfère les identifications par les méthodes PCR. Et dès qu'on repère une petite épidémie, comme j'ai dit, à ce moment-là, il faut être très vigilant. Il faut se concentrer sur les formes et sur les patients fragiles. Moi, je sais que, par exemple, dans une EHPAD, là-bas, ici, près de chez nous, à Villeneuve-d'Ascq, ils ont immédiatement eu les réflexes d'isoler les malades Covid. Ils ont bouleversé l'ordre des tables dans la façon dont ils mangeaient, etc. Les réflexes sont là. Mais il faut identifier et surtout pas se laisser aller à identifier à travers la symptomatologie clinique. Je pense que c'est pas assez fiable. Oui, Gaëtan, donc une espèce de rhume ou de bronchite infectieuse, mais pas que, vous m'avez dit en préparant l'émission, c'est-à-dire que chez la personne âgée, ça peut être une décompensation toute seule. Exactement. Bah, c'est un petit peu la problématique, je dirais, les infections respiratoires. Et là, j'englobe vraiment la totalité, parce que l'infection respiratoire du sujet qui est en perte de performance fonctionnelle d'organes, c'est-à-dire il a un organe cardiaque, il a un organe rein, et Bruno l'évoquait, il a des troubles neurocognitifs, etc. En fait, ils ont une réserve fonctionnelle qui est plus faible. Et quand on a une maladie aiguë de type respiratoire, surtout quand on a des virus qui vont se promener dans vos cellules endothéliales, qui vont passer la barrière hématoméningée, etc., ils provoquent une demande de travail supplémentaire à cet organe qui ne peut le réaliser et donc qui décompense. Donc les gens, ils font l'OAP, ils font l'insuffisance rénale aiguë, ils font le syndrome confusionnel, ils font la décompensation respiratoire, etc., et voire même un truc incroyable, en fait, ils arrivent, ils ont chuté, ils se sont fait une fracture du col et ils arrivent pour fracture du col. Mais personne ne leur fait la triplex. Nous, on en avait un il n'y a pas longtemps dans notre unité d'orthogériatrie, Covid positif, arrivé avec la fracture du col. Si on ne pense pas le faire,
On ne l'aura pas. Si vous avez un infarctus du myocarde et qu'on ne fait pas une triplex, eh bien, on ne saura pas que c'est la grippe, on ne saura pas que c'est le VRS, on ne saura pas que c'est la Covid. Donc, il y a une sous-estimation à la fois pour l'individu, et si on avait des traitements très, très spécifiques qui marchent très, très, très bien, on dirait que c'est genre antibiotiques, vous voyez, tout le monde le ferait automatiquement. Mais là, comme on ne l'a pas et puis qu'il y a une méconnaissance de ça, eh bien, on ne le fait pas. Donc, il y a une sous-estimation à la fois individuelle et collective dont on pâtit beaucoup parce qu'il y a l'épidémie intra-institutionnelle dans l'EHPAD où les gens surveillent quand même de façon relativement bien, font assez facilement la triplex. Et ça, c'est un avantage depuis l'ère Covid d'avoir des PCR plutôt disponibles aussi en communautaire. Ce qui a fait montrer que sur les dernières années, on a beaucoup de VRS, qu'on a beaucoup plus de Covid qu'on pensait aussi à certains moments. Actuellement, sur le dernier bilan au secours de la semaine dernière, on a quand même quelques épidémies en EHPAD. Dans la semaine, il y en a eu plus de 200 en France. Depuis qu'on fait les tests, on s'aperçoit qu'on n'est pas à 300-400 épidémies annuelles sur nos 7000 EHPAD, mais on est à 5000, 6000 épidémies. 6000 épidémies avec des taux d'attaque à 20%, ça fait 130 000 résidents l'année dernière qui ont eu une infection respiratoire. Et on a des vaccins. Donc c'est énorme. Et alors, effectivement, vous l'avez souligné, à l'hôpital, vous avez cette PCR qui est quand même très intéressante puisqu'elle vous permet non seulement de détecter la Covid, mais de détecter d'autres virus et donc effectivement peut-être de réduire la prescription d'antibiotiques. Et Bruno, en ville, vous n'avez pas de PCR. Est-ce que les tests que l'on a antigéniques sont fiables ? Vous avez des PCR ? Oui. Simplement, nous, on n'a pas le triplex, c'est tout. Mais sinon, on peut demander grippe Covid facilement, heureusement. Mais après, on travaille aussi en équipe, donc on bénéficie aussi des alertes qui sont faites par les spécialistes, évidemment. Non, on n'est quand même pas démunis à ce point-là. Et les tests antigéniques, ils sont fiables ? Comment vous les situez là-dedans ? Les tests antigéniques, on dit qu'ils ne sont pas très fiables quand même. Je ne sais pas, M. Gavazzi, c'est lui qui est le spécialiste, mais on les laisse plutôt un peu tomber, j'ai l'impression. Oui, Gaëtan. Alors, si je peux rajouter, oui, le test antigénique, je vais être très... C'est le diagnostic du pauvre, on va dire. En l'occurrence, dans des grandes phases, c'est-à-dire qu'on peut l'imaginer pour limiter les coûts dans des grandes phases épidémiques parce que ils ont une mauvaise sensibilité mais une très bonne spécificité. Donc on est dans une phase épidémique, on n'est pas là pour chercher en fait le dépistage de quelqu'un parce qu'il y en a partout, mais c'est de dire on est sûr qu'il est positif celui-là, il faut l'isoler, etc. Et merci Bruno d'avoir rappelé les mesures d'isolement, etc. C'est-à-dire que quand on individualise quelqu'un dans un EHPAD, il va falloir mettre toutes les mesures à côté. Quand on rentre dans une phase épidémique, clairement, on change un petit peu de catégorie en termes de soins. On verra tout à l'heure peut-être les conséquences aussi de la Covid. Je parlais des fractures du col, mais en fait, ça crée de la dépendance fonctionnelle aussi. Et donc, tout d'un coup, si on perd de performance, c'est un tiers des gens qui ont une infection respiratoire, entre un quart et un tiers, qui, quand ils survivent à l'infection respiratoire, ont dégradé leur performance physique pendant quelques semaines à quelques mois, voire définitivement à 3 mois, et qui ont perdu la capacité à se lever pour aller aux toilettes. Vous voyez, à titre individuel, c'est quand même pas pareil. Et quand vous êtes en communautaire et que vous n'arrivez plus à aller voir votre médecin traitant, ça devient problématique. Et quand vous n'avez pas encore eu le temps de mettre en place l'aide de l'auxiliaire, etc., les familles reçoivent un poids informel, affectif et fonctionnel absolument énorme. Et je vous ai dit, il y a les 130 000 résidents qui l'ont eu l'année dernière. Vous calculez les millions de plus de 75 ans, on va dire, qui l'ont eu l'année dernière. Alors, en l'occurrence, c'était plus la grippe que le Covid sur l'hiver, mais le Covid commence fort là, cette année. Et Bruno, alors donc vous avez la PCR en ville, donc ça vous permet effectivement de savoir que c'est une infection virale et de ne pas prescrire d'antibiotiques. Après, quand vous avez une personne âgée fragile qui a la Covid, comment est-ce que vous la surveillez, que vous vérifiez qu'elle ne va pas décompenser quelque chose ou qu'elle ne va pas s'aggraver au plan respiratoire ? Je la surveille. Moi, j'ai découvert le saturomètre avec l'épidémie Covid, et donc j'ai un saturomètre. La clinique, évidemment. Et vous parlez des antibiotiques, la réponse est non.
C'est pas du tout systématique. Et également, j'ai appris aussi à proscrire des médicaments comme les INS, des choses comme ça, qu'on donnait trop souvent dans les infections virales et dont tout le monde sait maintenant que ça baisse les défenses immunitaires, ça baisse le taux de présentation des antigènes aux lymphocytes. Et donc, ça retarde les réponses d'un organisme qui pourrait se débrouiller très bien tout seul si on l'assommait pas avec des médicaments dont les malades n'ont pas besoin, à part une bonne surveillance. Et éventuellement, s'il y a une surinfection, à savoir une augmentation du volume de l'expectoration, une expectoration qui devient teintée, une fièvre qui est plutôt en plateau, à ce moment-là, parce qu'on suit nos patients et qu'on les prévient de ce qui peut arriver, ils reviennent et on peut éventuellement les mettre sous antibiothérapie, mais jamais systématiquement. Moi, je fais comme ça. Gaëtan, il va me dire. Oui, je fais on plutôt va lui comme demander. ça. Mais en termes de surveillance, c'est-à-dire que vous les revoyez à 3 jours, à 4 jours, comment vous faites ? Alors, vous savez qu'en médecine de ville, la disponibilité du corps médical, c'est pas ça. Donc, on raconte l'histoire de ce qui peut arriver. Donc, quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien. Et donc, on les invite, à revenir quand ça se passe pas bien. Voilà. Oui, Gaëtan. Oui, je pense que c'est tout à fait serein. Sur l'histoire de l'antibiothérapie, je pense qu'il y a quelque chose. Bien sûr, la grande peur, c'est la surinfection. La gravité immédiate, elle a été bien décrite. Il y a la gravité neurologique, la gravité respiratoire, la gravité hémodynamique. Donc, la gravité immédiate, normalement, on sait bien faire et il n'y a pas de souci. Puis, il y a le fait qu'on part de chez quelqu'un. Alors, mais même à l'hôpital, que ça a été dans le communautaire ou à l'hôpital, on a été à 50% à mettre des antibiotiques sur des PCR positifs. Donc, on a tous peur de la même façon. Il y a une vraie différence entre la grippe et la Covid. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup moins de surinfection en post-Covid. D'accord ? Et vous avez vu, j'ai dit en post-Covid. C'est-à-dire que il faut avoir une idée de quand on voit les gens, dire mais depuis quand vous êtes malade ? Si vous avez la grippe et vous venez d'avoir les premiers symptômes, ça ne peut pas être une surinfection. C'est la grippe. Vous faites le diagnostic, c'est la grippe. Si vous voyez les gens, ils ont été malades depuis 7 jours, ça allait mieux, et puis à nouveau, ça va moins bien, là, ça peut être une surinfection. Quand vous avez la Covid, c'est exactement la même chose. Vous avez la Covid, maintenant, c'est l'infection virale. Rappelez-vous, nous, on les voyait au départ à 7-10 jours du début du truc, et ils faisaient un gros syndrome inflammatoire, qui n'était pas du tout une surinfection, mais un burst complet inflammatoire qui les tuait, parce qu'ils faisaient un œdème lésionnel. Ça, c'est historique, on en voit encore quelques-uns, la plupart non vaccinés, jamais vaccinés, mais ça devient très rare. Et pour cause, parce qu'on a eu beaucoup de gens vaccinés quand même. Mais on peut voir quelques surinfections, mais on dit que c'est entre 10 et 15%. Mais là, pareil que pour la grippe, c'est vous avez eu la Covid, ça va moins bien depuis une semaine, etc., quel que soit le truc, et puis tout d'un coup, ça repart. Ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est une fièvre en plateau ou quelque chose qui évolue pas comme on doit s'y attendre. Voilà, en gros. À ce moment-là, on peut imaginer la surinfection, mais quand on est au début de la maladie, il n'y a aucune raison d'y penser. Alors, on voit que c'est une maladie qui est devenue endémique et qui, sur un terrain fragile ou avec nombreuses comorbidités, peut donner des problèmes et des hospitalisations, voire des décès. Est-ce que vous recommandez l'utilisation des traitements antiviraux dans cette population fragile ? Et si oui, comment est-ce que vous le faites, Bruno ? On commence avec vous. Comment ça se passe ? Il y a des recommandations HAS pour Alors, on parle de quoi ? De la grippe ou du Covid ? Covid. On est toujours dans le Covid. Toujours dans le Covid. Donc, pour les recommandations de la HAS, c'est au-dessus de 65 ans, les immunodéprimés à haut risque, et puis les gens qui ont des facteurs de risque graves. Et là, on est clair, toutes les études ont montré que même chez les gens vaccinés, il y a toujours un intérêt pour ces populations-là à recevoir un traitement évidemment mis le plus précocement possible, antiviral, qui associe 2 produits, je vais le rappeler, le Nimatrelvir et le Ritonavir. Le Nimatrelvir, c'est l'antiviral, et le second produit, c'est un inhibiteur de protéase. Autrement dit, il va ralentir quelque part la destruction du premier et donc prolonger l'action du premier. Alors, c'est aussi ça, puisqu'on en parle, qui pose la difficulté et qui fait peur à nous, médecins généralistes, parce que cette antiprotéase, elle ne ralentit pas que la destruction du Nimatrelvir, mais aussi d'autres médicaments, et donc en ralentissant par exemple le catabolisme des anticoagulants, on peut avoir des risques de saignement, des statines, des antidépresseurs et d'autres. Mais là encore, il ne faut pas paniquer.
parce qu'on sait d'abord que l'intérêt du patient prime, et puis on a des sociétés savantes de pharmacologie qui nous donnent les indications sur quoi faire. Je sais de mémoire que les 2 tiers de médicaments ne nécessitent pas d'adaptation quand on prescrit l'association antivirale, et que les autres, eh ben, soit on suspend, il n'y a pas de danger à suspendre une statine pendant une semaine, soit on adapte le traitement pour les autres. Voilà, je dirais. Et quand on ne sait pas, on va sur les sites de pharmacologie. On a déjà donné les coordonnées. Et on a aussi notre pharmacien. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec une chaîne de soins et que moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que j'ai compris une chose, c'est que pour les gens fragiles qui sont déterminés par les critères HAS, il y a toujours un intérêt, même quand ils ont été vaccinés, à les protéger par un traitement médicamenteux. Oui, Gaëtan Gavazzi, est-ce que ces antiviraux, ils ont été utilisés, à votre avis, correctement, soit pendant les premières phases de la maladie, soit encore maintenant? Est-ce qu'ils sont sous-utilisés, utilisés bien, mal utilisés? Les conditions, hein, c'est ce qui a été rappelé rapidement. Alors, on doit rajouter le fait de ne pas avoir besoin d'oxygène. Voilà, on va dire dans les traitements, en termes de traitement antiviral, c'est pour éviter l'hospitalisation, comme ça a été bien dit. C'est éviter l'aggravation. Donc, et normalement, l'indication, c'est moins de 5 jours de symptômes. Donc un peu, ça dépend un petit peu de quand les gens viennent vous voir. Il y a quand même cet élément-là. Néanmoins, comme je suis complètement d'accord, je pense qu'il faut penser, le début des symptômes, c'est des fois compliqué à savoir. Donc, on a quelqu'un qui est là, qui a haut risque de complications, d'hospitalisation, de décompensation d'organes. Faut pas se poser de questions. Et puis, tout d'un coup, on est freiné parce qu'on voit l'ordonnance d'à côté et puis on voit, oh, il a la statine, il a la VK, il a la OD, enfin bref, il a... Bon, et en effet, je pense qu'il y a des choses. Alors, nous, on s'était amusé à faire le top 10 des interactions pour que ça rentre au fur et à mesure. Voilà, alors il y en a des trucs, faut vraiment pas, c'est vraiment contre-indiqué. Hein, voilà, amiodarone. Voilà, on a des voilà, la rifampicine qui est encore pire. Enfin voilà, les gens qui ont des traitements, la colchicine. Enfin bref, on a des trucs comme ça qui sont clairs. Et puis il y en a d'autres. Bah en effet, on peut suspendre. Hein, la statine, bah voilà, comme de toute façon les gens les prennent un jour sur deux d'habitude, bah, c'est pas la peine de s'en préoccuper. Que quand vous avez 7 médicaments, vous savez qu'il y en a la moitié qui sont pas pris de façon correcte. Faut être humble, on va dire, dans le truc. Et en effet, j'irais surveiller quelqu'un avec le bisoprolol de la même façon. Bon, alors oui, il a eu un accident ischémique. Hein, c'est comme les AVK sur une valve. Voilà, c'est 30% de risque quand on arrête complètement l'AVK sur une valve mécanique. C'est 30% de risque de thrombose dans l'année. Vous voyez, vous l'arrêtez 5 jours, vous voyez, vous arrêtez un AVK sur une ACFA, c'est 10%, 12% en fonction de son score de gravité, 12% dans l'année de faire un AVC. Donc l'arrêter 5 jours, voilà. Quand vous savez que sur les AVK, la moitié des gens sont dans la cible dans l'année, bon, ça permet de relativiser notre crainte d'arrêter un certain nombre de traitements sur quelques jours. Et je retiens ce qu'a dit Bruno sur l'intérêt. Oui, il y a un intérêt. Et donc, mais je pense que c'est comme toute l'implémentation de quelque chose un tout petit peu complexe. Il faut le protocoliser, soit avec ses copains pharmaciens, soit avec, voilà, en communautaire pour pouvoir en fait l'utiliser à bon escient et le maximum. Voilà. Sur le plan scientifique, le petit bémol que j'ai, c'est que les études ont été faites il y a quelques années et que les études sur les 2 dernières années n'ont pas été refaites alors qu'on a des variants qui sont un peu différents, etc. Mais les recommandations sont là, donc utilisons-les, pardon, et allons-y, voilà. Et pas avoir peur d'arrêter de suspendre quelques petits trucs. La protocolisation, je trouve que dès qu'il y a des choses complexes comme ça, ce serait l'idéal d'avoir un petit truc où on clique sur un bouton et pouf, tout apparaît. Et il y a des sites comme ça, et je pense que c'est ce à quoi faisait référence Bruno. Alors, on va écouter justement peut-être le regard d'un pharmacien. Alors, on est allé en chercher un à l'Île-Dieu, où il y avait quand même peut-être des problèmes de difficulté d'accès. Il s'agit de monsieur Mehdi Djilani, et il nous parle de comment il arrive à avoir la disponibilité des antiviraux de la Covid. En ce qui concerne la disponibilité, ça va dépendre aujourd'hui des prescriptions des médecins alentours.
Euh, Dans notre cas, en tout cas, on stocke pas forcément le médicament, puisqu'on peut l'avoir très rapidement et dans n'importe quelle pharmacie dans la demi-journée. Donc, lorsque on est face à une prescription, on le commande à ce moment-là chez notre grossiste répartiteur le matin, on l'a l'après-midi ou l'après-midi pour le lendemain matin, ce qui permet de respecter les conditions du RCP qui demande à pouvoir prendre le Paxlovid directement. Et après, en période épidémique, si notamment le variant est assez fort, si le nombre de patients touchés est important, à ce moment-là, on va stocker le Paxlovid et on peut le délivrer immédiatement. Voilà, donc il y a deux cas. Selon la période d'épidémie et le nombre de patients traités, on va stocker plus ou moins le médicament, et selon les saisons aussi, puisqu'on voit que même s'il y a du Covid toute l'année, il y a des saisons comme la période automnale où c'est plus important. Oui, ça vous paraît suffisant comme attitude, Bruno Vermès, de commander hors épidémie et de stocker en épidémie? Bah, c'est les problèmes de logistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le produit quand j'en ai besoin. Et vous l'avez Donc, toujours eu quand vous en avez eu besoin? oui, franchement, oui. Bah, après, je vais pas vous mentir, c'est pas quand même des prescriptions qu'on fait tous les jours. Hein, on va en reparler tout à l'heure, des freins à la prescription. Quand pour un médecin généraliste, j'ai envie de dire lambda. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en avoir à disposition. Donc oui, évidemment, il faut renforcer la disponibilité en période épidémique et s'arranger pour en avoir un petit peu tout le temps, en sachant que, comme ils nous disent souvent, les problèmes de stockage, il y a quand même, je crois que près de 10 000 références dans le Vidal, c'est compliqué. Hein. Oui, Gaëtan, ça vous paraît correct et vous nous rappelez peut-être un petit peu, donc vous nous avez dit c'est dans les 5 jours, c'est quoi, c'est 2 comprimés par jour pendant également 5 jours? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, il y a des adaptations quand même, hein, on ne l'a pas dit, mais il y a des adaptations en fonction de l'insuffisance rénale. Et effectivement, donc c'est plutôt 2 comprimés. Donc le blister, il est Paxlovidé, mais il y a d'un côté le ritonavir et de l'autre côté le nirmatrelvir. Et dans ces cas-là, c'est si on a pas d'insuffisance rénale, je dirais conséquente, donc au-dessus de 60 millilitres minute, on doit être à 2 comprimés de nirmatrelvir. Par contre, si on est entre 30 et 60, bah là, on n'en prend qu'un seul. Donc déjà, il y a cette adaptation-là, et ça, c'est 2 fois par jour, et ça pendant 5 jours. Donc je dirais c'est assez facile parce que le blistage est quand même assez clair et assez facile d'utilisation. Juste pour revenir sur ce qui a été présenté, je trouve que c'est assez intelligent, c'est un petit peu de l'intelligence de terrain qui s'adapte un petit peu en fonction du mode épidémique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est tout l'intérêt d'avoir des diagnostics à la fois dans le communautaire, à la fois à l'hôpital. Il faudrait que les pouvoirs publics se disent, voilà, c'est très important. Il faut savoir qu'en EHPAD actuellement, c'est pas remboursé la PCR, etc. Alors, si vous êtes en forfait global sur un EHPAD, vous allez payer les triplex ou les machins pourquoi en fait? Quel bénéfice pour l'EHPAD? Alors un bénéfice discutable sur l'EHPAD, sauf si c'est une adaptation, parce qu'il va en falloir beaucoup pour plein d'infections respiratoires. 2 tiers des infections respiratoires, ce ne sont ni de la Covid, ni de la grippe, ni du VRS. Donc ça veut dire qu'on va en faire plein, qu'on va payer plein pour protéger les gens, et ça au détriment d'autres investissements, parce que c'est quand même plus cher qu'un test antigénique. C'est là où je disais il peut y avoir des places et que l'antigène peut être le truc. Malheureusement, c'est quand il n'y en a pas beaucoup qu'il faudrait faire des diagnostics, et c'est à ce moment-là que le test antigénique n'est pas utile. Donc c'est le chat qui se mord la queue. On a la chance d'avoir des diagnostics, il faut vraiment les utiliser. Oui, Bruno, quand vous prescrivez ce type de traitement, est-ce que vous avez remarqué des problèmes d'observance en raison d'effets secondaires ou est-ce que c'est facile à gérer? Ben, les effets secondaires, on l'a dit, c'est essentiellement la crainte de la pharmacologie consécutive. Donc moi, ce que je m'emploie surtout à faire, c'est leur dire attention, ça coûte cher, ça dure 5 jours, donc s'il vous plaît, prenez-les. Parce que, indépendamment du coût, c'est quand même un plus dont vous allez bénéficier avec certitude.
Parce qu'évidemment, encore une fois, on va prescrire ça à quelqu'un, ils sont pas tous transplantés, heureusement, parce qu'il n'y a pas que ça, mais des insuffisants cardiaques, des insuffisants rénaux, toutes les insuffisances d'organes en clair. Hein. Et donc, moi, je sais que toutes les études, il n'y en a pas une qui n'a pas montré que quand l'indication était bonne, il n'y avait pas un bénéfice. Et donc voilà, donc à partir de là, ce qui gêne la prescription chez les médecins généralistes, moi je sais, c'est la coprescription avec les autres médicaments, parce que nous, médecins généralistes, il ne faut pas oublier que quand on a un problème de tolérance à un médicament, on est seul avec ce problème de tolérance, on n'a pas une équipe autour de nous, donc il faut anticiper la prescription, et comme l'a dit M. Gavazzi, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut le mettre le plus tôt possible. Donc, il faut, oui, un petit peu connaître, peut-être un peu réviser avant les périodes épidémiques, et puis de manière à prévenir en fonction du traitement, puisque ce sont des gens qui ont des insuffisances d'organes, ils ont souvent un traitement lourd. En fonction de ça, anticiper ce qu'on arrête, ce qu'on continue, etc., etc. Mais après, insister pour que les gens le prennent. Encore une fois, c'est un médicament qui vaut le coup, mais qui a aussi un coût. Donc, il faut responsabiliser les gens. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les problèmes de polymédicamentation et d'interaction. Et justement, vous parliez d'algorithmes et les pharmaciens ont des logiciels pour gérer ces interactions médicamenteuses. Donc, on a posé sur votre demande la question à M. Mehdi Djilani, pharmacien à l'Île-Dieu, comment il gérait ces problèmes et on écoute sa réponse. Chez le patient polymédiqué, et souvent c'est le cas chez le patient âgé puisque il y a des contre-indications avec certains médicaments comme des antiarythmiques, certaines statines ou autres. Généralement aidés aussi de nos logiciels de prescription. Les pharmaciens soit délivrent la prescription, soit sont alertés par les préparateurs. Comme pour toute interaction, on va analyser la prescription, déterminer le niveau d'interaction. Il y a des interactions plus ou moins fortes et selon le niveau d'interaction, soit c'est une interaction qu'on va considérer qui ne remettent pas en question du tout la prescription, la coprescription de Paxlovid, soit c'est une contre-indication qui est absolue. Et dans ce cas-là, l'idée c'est d'appeler le médecin pour envisager à ce moment-là différentes solutions. Il y a certains médicaments, on sait qu'avec le Paxlovid peuvent être arrêtés pendant quelques jours sans avoir de conséquences directes. Les statines, généralement, on préjuge que pour quelques jours, il va pas y avoir un risque morbide important. En revanche, sur d'autres médicaments comme les antiarythmiques ou certains antibiothérapies en cours, à ce moment-là, on prend contact avec le médecin pour décider de la conduite à tenir de façon à avoir le traitement le plus efficace possible. Alors justement, donc une fois qu'on a identifié ces interactions, donc les pharmaciens peuvent être une aide. Après, reste là à savoir comment ajuster les doses des différents médicaments. Gaëtan Gavazzi, il y a les services de pharmacologie hospitaliers qui généralement ont mis au point, une espèce de ligne téléphonique pour conseiller les gens. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est fiable et efficace? Alors, les sociétés savantes, oui, gardent la main, et notamment la SFPC, à publier des recommandations. Et puis donc, il y a des sites web qui vous permettent de mettre en lien. Après, quand on a été dans la phase épidémique, il a fallu la construire et c'était le moment le plus agréable pour nous parce qu'en fait, on était en contact direct avec les pharmaciens. Nous, pour la Société française de gériatrie, on avait, écrit les fameux top 10 de médicaments qui vont nous embêter. Et dedans, bien sûr, ça a été rappelé par Bruno Vermès tout à l'heure, il y a les AOD, donc les anticoagulants. Il y a les morphiniques aussi sur lesquels il faut faire attention et il faut regarder. Il y a les antiarythmiques, bien sûr, qu'il faut regarder, mais sauf l'amiodarone et la flécaïne, qui étaient vraiment une contre-indication absolue. On a quelques antiépileptiques aussi et neuroleptiques qui font partie de la mauvaise liste, on va dire. Et il faut savoir aussi que la contre-indication court jusqu'à 72 heures après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire que vous savez que quand on donne le ritonavir,
bien vous allez avoir un effet rémanent qui va être un petit peu plus long que la dernière prise médicamenteuse. Donc voilà, la reprise se fait pas au cinquième jour et à l'arrêt. Il faut envisager en tous les cas je dirais, d'arrêter un tout petit peu plus long le temps que l'effet complètement du ritonavir disparaît. Donc je pense que c'est une gestion et j'ai trouvé que c'était très intéressant de dire on se prépare. On se prépare, on sait qu'on va avoir un hiver un peu rude, on met l'écharpe, on met tout ça, on met du bois. Aussi, on prépare la petite liste de médicaments qu'on utilise. Moi, j'utilise pas les 10 000 médicaments de la pharmacopée française. On en utilise quelques dizaines ou centaines. Et en fait, ceux-là, il faut bien les connaître. Et le ritonavir est venu de se rajouter à là, mais comme c'est pas une prescription fréquente, il faut se poser la question. Donc, il faut avoir un pense-bête quelque part, effectivement. Oui, Bruno, vous avez un pense-bête? Oui. Moi, j'ai un pense-bête, c'est-à-dire que moi, j'ai pas la capacité, comme M. Gavazzi, d'avoir cette une information aussi complète. Donc, et c'est normal, je suis médecin généraliste, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout retenir. Donc, de manière à simplifier le message, je dirais, retenez que le malade qui en a besoin en aura toujours le bénéfice. Deuxièmement, Société française de pharmacologie et de thérapeutique, vous avez des tableaux très complets sur le net où vous pouvez vérifier. N'oublions pas nos amis pharmaciens. Et je me rappelle même l'année dernière, on pouvait aller sur l'université de Liverpool qui avait aussi des tableaux. Donc, des tableaux, on peut les trouver. On regarde les prescriptions du malade, on compare par rapport au tableau. Restons simples. Monsieur Gavazzi, il a la chance, lui, parce qu'il manipule ça beaucoup plus souvent que nous. Mais nous, en médecine générale, on ne va pas retenir tout ça. Mais on peut le retrouver, tout ça. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est gérable dans le temps d'une consultation, ça rallonge un peu les choses, mais c'est le premier qui est dur et après les autres, ça suit. Mais oui, et puis encore une fois, ils sont pas tous sous anticoagulants, sous antiarythmiques. Donc si le malade a juste une statine, il faut pas être grand clerc ou professeur de médecine pour se dire que 5 jours sans sa statine, il va pas en mourir. Vous voyez, évidemment qu'on aura un doute si jamais on a un anticoagulant, un antiarythmique, auquel cas on peut prendre 5 minutes pour un traitement dont on est encore une fois sûr que le malade va bénéficier. Alors, tout à l'heure, vous avez fait la peau de l'antibiothérapie prophylactique avec juste raison et donné ces bonnes indications en traitement curatif. Et il y a peut-être aussi une autre molécule dont on peut parler et dont on a beaucoup parlé pendant la Covid, qui a été un gros triomphe, c'est les corticoïdes. Donc, les corticoïdes dans les formes sévères hyper-inflammatoires. Est-ce qu'il y a la place pour les corticoïdes chez la personne âgée qui ne va pas bien? J'imagine que oui. Est-ce que c'est le cas en ville? C'est la question. On commence avec vous, Bruno. Vous nous dites... Oui, alors ce que j'ai retenu de la prescription de l'hexaméthasone, c'est surtout une prescription hospitalière, parce qu'il faut que les malades soient au moins sous oxygénothérapie ou qu'ils aient une pneumonie hypoxémiante. Donc c'est des choses que nous, on ne gère pas en ville. Et encore, il faut être sûr, parce que si vous... Encore une fois, les corticoïdes, c'est aussi des immunosuppresseurs, donc il faut être sûr de le mettre au bon moment. Moi, j'avoue que je me sens pas compétent. Je préfère laisser ça à nos amis hospitaliers qui, eux, ont des malades graves et dont c'est l'indication pour ces malades graves. Oui, Gaëtan Gavazzi, donc les corticoïdes, c'est pas un médicament pour la ville, c'est un médicament pour l'hôpital. Vous confirmez? Alors là, il va y avoir une réponse scientifique et une réponse d'expérience. La réponse scientifique, c'est celle qui a été donnée et la recommandation, elle est claire. Il va y avoir des recommandations sur le sepsis qui sont faites là actuellement, et il y a des recommandations sur les pneumonies au sens large du terme, où de plus en plus on pense que la corticothérapie a un intérêt dans les premiers jours. Il y a je dirais une façon, et donc ça c'est la science. Et beaucoup de science est faite à l'hôpital, malheureusement, alors que la majorité des patients sont communautaires. Mais pour les malades graves, c'est très clair. Moi, mon idée, c'est que la plupart des gens on parlait d'insuffisance d'organes, il y a beaucoup de sujets âgés qui ont de l'insuffisance cérébralienne de réserve, on va dire. Voilà. Mais ça, c'est plus théorique.
rapporté à ce qu'on voit dans le choc septique habituellement, où les gens vont avoir vraiment bénéficié de l'hydroxycortisone, qui n'est pas anti-inflammatoire, mais qui montre bien qu'il y a cet effet-là. Donc, on a des arguments pour dire que les corticoïdes, ça peut faire du bien chez le sujet âgé dans des phases aiguës, quelle qu'elle soit, et notamment. Et deuxième élément, alors là, peut-être qui est plutôt un dogme qu'il faut lever, la corticothérapie devient immunosuppressive après 15 jours, 3 semaines d'utilisation, mais pas dans la phase très, très aiguë. Voilà, elle est anabolisante, elle est tout ce qu'on veut, machin, ça décompense le diabète, donc ça peut être compliqué en communautaire, mais j'en fais une utilisation, moi, plutôt large, particulièrement dans l'infection respiratoire. Qu'elle soit Covid ou pas Covid. Mais à l'hôpital, donc. Moi, à l'hôpital, oui, parce que je travaille à l'hôpital, mais je serais pas loin de le faire régulièrement ailleurs. Mais ça, je n'engage que moi, surtout, voilà. Ne pensez pas que c'est de la science. Donc ce sera dans les perspectives. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi abondamment des vaccins. Peut-être un petit mot, Bruno Vermès. Donc vous avez parfois de la difficulté à motiver vos malades âgés à se vacciner parce qu'ils ont déjà eu 8 doses. Qu'est-ce que vous leur dites exactement pour les motiver et qu'est-ce qui marche, s'il y a quelque chose qui marche ? Alors, ce qui marche, c'est qu'en fait, ils ont confiance en nous et qu'encore une fois, 90% de la conviction d'un patient va dépendre de la conviction de son médecin. Et la fameuse phrase du médecin convaincu est un médecin convaincant, ça reste vrai. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut pas trop être motivationnel avec ce vaccin, il faut être vraiment propositionnel. Autrement dit, il faut dire, écoutez, compte tenu de votre état de santé, de votre âge, je vais vous vacciner contre la grippe et le Covid et vous allez faire les deux en même temps. Et s'ils n'ont pas eu le vaccin anti-pneumococcique, je vais profiter pour le faire en même temps. Voilà. Parce que je peux leur démontrer, moi je fais une médecine basée sur les preuves et je peux vous démontrer que à côté des croyances personnelles, moi j'ai des preuves qui montrent que dans les suites d'un virus, on peut faire rapidement, plus facilement un infarctus du myocarde, à moyen et long terme des AVC, parce qu'aujourd'hui les vaccins, c'est pas que vous protéger d'une maladie infectieuse, c'est aussi préserver votre autonomie en n'ayant pas une maladie cardiovasculaire induite ou une chute qui pourrait impacter votre autonomie. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de je vais aux toilettes tout seul, parce que les fameux AVQ, les actes de la vie quotidienne, c'est ça. C'est je vais aux toilettes tout seul, je mange tout seul. Et quand on nous dit dans certaines études qu'on peut perdre entre 3 et 6 mois après 30% de ça, quand vous perdez 30% de je mange tout seul ou je vais aux toilettes tout seul, ça veut dire parfois que vous ne pouvez plus rester à la maison. Et les EHPAD sont des lieux de résidence merveilleux, mais c'est pas là que les gens veulent forcément finir leur vie. Et ça, les gens, ils l'entendent. Ils l'entendent, et le message sur l'autonomie, ils l'entendent. Ma conviction, ils l'entendent. Et le fait que le vaccin soit plus seulement un médicament de prévention contre les maladies infectieuses, ils l'entendent aussi. Voilà comment je fais. Et Tanguy, vous êtes d'accord avec cette stratégie ? Alors, je dirais que le mot-clé, c'est confiance. Voilà. Le mot-clé, c'est prévenir la grippe, prévenir le Covid et tout. En fait, ils s'en fichent. On a fait une très belle étude qui a bien démontré ça. Si vous voulez motiver ou en tous les cas, engager les gens dans une réflexion, c'est de leur parler des choses dont ils ont peur. Et les choses dont ils ont peur, c'est les AVC, c'est la démence. Et on sait qu'on a aussi des effets des vaccins là-dessus. C'est la perte d'autonomie, bien sûr, la dépendance fonctionnelle, les AVC, et un petit peu plus loin, l'infarctus du myocarde, qui, je dirais, est la grande crainte des sexagénaires qu'on aime. Et voilà. Les éléments quand même qui peuvent être manquants, on va dire, c'est l'organisationnel. Comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'avais dit il y a des éléments organisationnels et c'est vrai qu'avoir un vaccin Covid avec 6 doses, c'est pas facile, faut les avoir sur place. On stocke ou on stocke pas? Vous parliez, notre collègue de l'île Dieu, je suis prêt à y aller, il disait, moi je stocke pas cela, sauf pour les médicaments. Pour les vaccins, ça peut être problématique et on peut pas stocker, mais on va avoir les gens. Alors, parfait sur le fait de, je dirais,
proposer et être propositionnel. Je trouve que c'est un engagement et ça veut dire que je prends mes responsabilités de soignant, etc. Et en même temps, il faut en avoir les possibilités. Moi, j'ai des amies infirmières qui sont en libéral. Bon, ben, elles partent faire leur tournée. Si elles n'ont pas calculé avant s'il était d'accord, pas d'accord, etc., et par excidose, elle en ouvre une et elle en fait une sur les 6. Ça va pas, ça. Ça va pas. Donc, il y a aussi tout un aspect organisationnel. Avoir le malade et le vaccin juste à côté, être propositionnel, ça fonctionne. Mais il y a tout un aspect organisationnel qui n'existe pas et qui fait qu'il y a une translation actuellement d'une vaccination plus chez les pharmaciens que chez les médecins, mais on ne gagne pas plus parce que les gens ne vont pas plus chez s'ils vont chez leur pharmacien, c'est qu'ils ont été chez leur médecin, entre guillemets, à un moment donné, qui lui n'avait pas le vaccin. Donc voilà, c'est tout en fait. Il y a un vrai problème organisationnel en France qu'il faut résoudre absolument. Il faut arrêter de penser, comme je disais, à un moment clé, on a su aller vacciner 80% des Français. Pourquoi on n'arriverait pas à les revacciner actuellement? Alors, oui, il va y avoir à un moment donné, il y a la police et les syndicats, vous voyez, il y a un moment donné, ça augmente, ça diminue, mais jamais dans des proportions autant que ça. Et donc, ça veut bien dire qu'on a un vrai problème organisationnel en France autour de la politique vaccinale qui n'est pas soutenue dans le territoire. Bien sûr, de très belles recommandations, mais il faut avoir une politique sur les diagnostics, les plateformes qui mettent en lien tout le monde, et puis une politique sur l'organisation territoriale pour que tous les vaccinateurs aient à disposition, au moment clé où ils voient leurs patients, le vaccin à disposition. Et en étant convaincu de ça, je veux dire, on sera à 80% de vaccinés contre la grippe et le Covid sans problème. Sans problème. Bruno Vermès. On n'a que 5% des gens. Alors moi, j'ai une construction un peu idéale, c'est-à-dire que ma voisine, c'est ma pharmacienne. Donc les gens, ils sortent de chez moi, ils font 2 mètres. Et donc aujourd'hui, quand je vaccine, c'est très simple. Je ne pose plus la question, plus jamais, quel âge avez-vous, sans penser derrière à tout ce qu'il y a à faire. Donc quand on me dit 12 ans, j'ai toute la vaccination de l'ado. Quand on me dit 46 ans, ben, je dis il y a 90% de chances que vous avez oublié votre rappel des débrouilles de coqueluche. Quand vous avez 80 ans, vous êtes peut-être à 40% d'avoir été... Et donc l'âge, derrière les comorbidités, et donc je le rajoute très facilement sur mon ordonnance. Et ils vont à la pharmacie. Et je rappelle qu'on a un outil extraordinaire qu'il faut utiliser, c'est le DMP. Et que moi, quand j'ouvre une fiche et j'ai un petit encart DMP, je clique dessus, ça m'ouvre la fenêtre du DMP et je peux nourrir le DMP avec la vaccination. Je dis ça pour tous les gens qui doutent des problèmes de traçabilité. Aujourd'hui, on est à 20 millions de comptes. Il y en a 10 millions qui n'ont rien dedans, mais ça monte. L'année dernière, on était à 17. Donc, il faut utiliser les outils, ils existent. C'est encore une fois des réflexes à avoir. Donc moi, j'ai créé ma petite structure entre moi, ma pharmacienne et le DMP, et ça fonctionne très bien. Et je vaccine, je pense, je fais 10 à 15 vaccins par jour. Voilà. Merci beaucoup. Mais sans compter grippe Covid. Hein. C'est vrai, voilà. Hein. C'est vrai, en tout cas, c'est un bon truc. Oui, allez-y, Gaëtan. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, il y a quelque chose d'idéal qu'on ne peut pas avoir, nous, à l'hôpital. Pourquoi ? Oui. Parce qu'actuellement, la sécurité sociale ne rembourse pas les vaccins qui sont faits à l'hôpital. Donc, si vous avez aujourd'hui, on va dire 6-7 millions de plus de 65 ans qui vont être hospitalisés dans l'année, qui est une opportunité de rencontrer 15 professionnels de santé qui 15 fois pour aller vacciner, ce n'est pas fait en partie, par le fait que ça ne va pas être remboursé. Parce que si vous dites 100, 150, 200, 300 euros par personne pour aller faire grippe, Covid, pneumocoque, zona et compagnie, eh bien, on n'est pas loin des 400 euros. Vous multipliez par le nombre de plus de 65 ans que je vois ici dans mon hôpital. Ma directrice me dit, c'est peut-être pas nous de le faire. Et donc, il y a un vrai sujet là auprès de la sécurité sociale dont on va prendre contact à régler en tous les cas. Très bonne remarque. Alors, on arrive au terme de cette émission. Peut-être vous avez chacun un petit message ou une conclusion à délivrer. On commence avec vous, Bruno. C'est quoi votre message ou conclusion pour vos confrères et pour les pharmaciens qui écouteront cette émission ? Il vaut mieux prévenir que guérir, tout simplement. Donc, et puis aussi, ne pas oublier qu'il y a un vrai bénéfice à traiter les personnes qui sont éligibles au traitement médicamenteux.
Il faut avoir cette certitude de savoir qu'on est en moment épidémique, donc pas hésiter à avoir recours au PCR. Surtout, merci d'échanger avec nous entre les spécialités et la médecine générale. Et puis, moi, j'aime bien aussi rappeler que le vaccin, c'est pas seulement de la prévention, c'est aussi maintenant pour énormément de patients fragiles une ligne de traitement. Mais ça, c'est plus général, c'est pas seulement le Covid. Voilà, je terminerai là-dessus. Gaëtan Gavazzi, quelle est votre conclusion au message? Maladie grave pour tout ce qui n'est pas respiratoire en fait. Maladie grave sous-estimée dans ses conséquences. Donc, pour compléter le message, on va sur la nécessité de la prévention. Je dirais que la vaccination aujourd'hui et la vaccination Covid en fait partie. C'est l'art de bien vieillir, éviter la perte d'autonomie. Donc, c'est l'art de bien vieillir, c'est l'art de bien être vacciné. C'est ce qui est efficace le plus rapidement dans la prévention de la perte d'autonomie. Eh bien, cette émission sur l'art de prendre en charge les infections à SARS-CoV-2 chez les personnes âgées est terminée. Merci beaucoup à nos invités pour leur clarté et ce débat. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Fréquence Médicale.